Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Al24 News pour Préface, une émission consacrée à l'édition du livre. En ce 1er novembre, jour hautement symbolique pour notre pays, nous rendons hommage à nos héros de la guerre de libération à travers un livre, une mémoire, une histoire. Avec nous ce soir sur le plateau, nous avons l'honneur de recevoir M. Mohamed Houawra. Il vient nous présenter son dernier ouvrage intitulé Ahmed Noufi, un shahid de Cherchellois. Bonsoir Monsieur Houawra, merci d'être avec nous ici au cœur du Sila. Merci à vous et le bonjour à tous vos téléspectateurs. Alors, nous allons commencer par l'origine de votre projet. Comment vous est venue justement l'idée d'écrire sur Ahmed Noufi, s'il vous plaît? À l'origine, je fréquentais, c'est-à-dire je marchais beaucoup plus avec des militants de la cause nationale, des anciens, des authentiques moudjahidines. Et on me parlait de l'un des jeunes de Cherchel et qui s'appelait Noufi Ahmed, alias Abdelhak. Je prenais note, chaque fois lorsqu'il me parlait, je prenais note. Jusqu'en 2008, j'avais organisé une conférence à Cherchel et cette conférence était dédiée carrément à la vie de Noufi Ahmed alias Abdelhak. À l'époque, en 2009, il y avait beaucoup de moudjahidines qui sont venus, même de Médéa, parfois de l'Erba, de Blida et de Cherchel, la région. Et j'ai laissé le soin à chacun de me parler de ce jeune shahid qui a sacrifié sa vie pour l'Algérie. C'est-à-dire, c'était un jeune, il n'avait rien d'autre que son pays, la libération de son pays. Il défiait la mort, donc il n'avait pas peur de la mort. Justement, vous avez voulu redonner vie à un nom, à un visage qui était une histoire locale et qui est devenue nationale. Je l'espère, franchement, je l'espère qu'elle va devenir nationale. Parce que déjà à l'échelle locale, c'est difficile. Je me suis permis, avant de venir aussi là, d'organiser des conférences. D'abord sa ville natale, Cherchel, et ensuite à Demos, c'est-à-dire là où il a mené son dernier combat. Et là, je me suis rendu compte que beaucoup de gens ne le connaissaient pas. Ils entendaient parler comme ça d'Abdelhak, c'est tout. Donc, cette médiatisation, bien sûr, elle va permettre à beaucoup d'Algériens, notamment des jeunes, de connaître une partie de son histoire. Je l'espère qu'il y en aura d'autres qui vont faire des recherches sur ce jeune pour avoir beaucoup plus de détails. Moi, j'ai essayé de relater la vie de ce jeune Cherchellois. Racontez-nous un peu qui était Ahmed Noufi et quelle a été sa contribution lors de la guerre de libération d'Algérie. Alors, Ahmed Noufi, d'abord, il est né en 1932 à Cherchel. Il avait 5 frères, 2 sœurs. C'était une famille modeste comme toutes les familles algériennes à l'époque coloniale. Et là, à l'âge de 12 ans, il a été exclu de l'école. Une fois exclu de l'école, c'était la rue qui devait le prendre en charge après. Et c'était quelqu'un de... Il avait une personnalité, c'est-à-dire il ne voulait pas être dominé, même sous l'ère coloniale. Il se bagarrait beaucoup avec les colons. Devant la police française ou les militaires français, il ne baissait pas les yeux. C'est-à-dire quelqu'un qui voulait imposer sa personnalité. Et là, il y avait quelqu'un, un militant, qui s'appelle Kemer Abdelrahman. Et Kemer Abdelrahman, c'était un coiffeur. Un coiffeur, un véritable militant de la cause nationale. Ce coiffeur venait, certains militants déjà connus, il venait rencontrer ce coiffeur. Noufi Ahmed a été récupéré par ce militant de la cause nationale. Il était jeune,
donc en qualité d'apprenti coiffeur. Et si je vous dis les militants, ils sont connus. Ahmed Ben Bella, Allah yarhamou, le défunt. Il y avait Ahmed Mahsas, Allah yarhamou, kif kif. Il y avait Mustafa Ferrouchi, Allah yarhamou. Il y avait Dmer Latrous, qui était un ancien ambassadeur, bien sûr, Allah yarhamou. C'était vraiment de véritables militants. Et là, c'est un univers, voilà, dans lequel, comme je le disais tout à l'heure, a baigné le jeune Noufi. Ensuite, les forces de sécurité, les renseignements généraux se sont rendus compte de l'activité clandestine de ce coiffeur. Ils se sont intéressés de près à lui. À lui. Et ils ont décidé de lui fermer son salon, enfin son local de coiffure. Mais Kemer Abdelrahman, il avait des enfants à bas âge. À bas âge. Et là, en lui fermant son local, automatiquement, le jeune Ahmed se retrouvait une fois de plus à la rue. Heureusement qu'il y avait aussi d'autres militants de la cause nationale à Alger, ici, la capitale. Ils ont fait appel au coiffeur. Ils l'ont invité à venir travailler à Alger pour pouvoir continuer. Bien sûr, à travailler pour sa famille. Et entre-temps, il y avait un autre coiffeur. Il y avait un autre coiffeur qui s'appelait Mohamed Mahi. Il est parti. Et il y avait, je l'ai su après la publication du livre, je l'ai su, il y avait aussi un autre Mazouz, coiffeur. Donc c'était il faisait l'apprentissage au niveau de la coiffure, bien sûr. Et entre-temps, il vaquait à ses occupations, bien sûr. Il n'avait rien, c'est un jeune, jusqu'au jour où il a été incorporé à la caserne d'El Harrach. Il a effectué ses 2 années de service militaire obligatoire. Il a quitté cette caserne le 22 septembre 1954. Et durant les 2 ans, il a fait connaissance avec quelqu'un. Il s'appelait Yetto Abdelkader. Yetto Abdelkader, il était né en 1932. Bon, il est décédé en 2021. Parce qu'ensuite, je voulais le revoir. Je l'ai rencontré, je voulais le revoir. On m'a dit qu'il était décédé. Yetto Abdelkader, c'était un agriculteur qui habitait au sud de Gouraya. Gouraya, une localité côtière qui se trouve à l'ouest de Tipaza. Bon. Il sort, il quitte la caserne au mois de septembre 1954. Et là, en 1955, au début de l'année 1955, Noufi, Ahmed, a été rappelé. Son copain n'a pas été rappelé, mais lui, il a été rappelé. Il a été rappelé. Mais cette fois-ci, il a été rappelé à la caserne de Annaba. Noufi, les 2 années lui ont servi à la caserne d'El Harrach. Il est déjà prêt. Voilà, vous avez saisi. Bon, le fait qu'il avait servi, il avait commencé à connaître les armes, etc. Une fois arrivé à la caserne de Annaba, il a déserté la caserne de Annaba au mois d'août 1955. Et là, lorsqu'il a déserté, il a regagné Alger, clandestinement. Il croise un certain Maghraoui, qui était de Cherchel, un tailleur au niveau du centre d'Alger. Donc le vieux Maghraoui était surpris par la présence du jeune Noufi, lui disant « Qu'est-ce que tu fais ?» Bon, il lui a raconté qu'il est déserteur, il vit dans la clandestinité, etc. Il avait peur de rejoindre Cherchel parce qu'il est fiché, il est signalé. Déjà, lorsqu'il était jeune, je vous ai dit, bon, il voulait imposer sa personnalité. Donc il était surveillé. Sous l'œil du cyclone. Et là, le jeune Noufi demande au tailleur Maghraoui. Il lui a dit comment je vais faire pour... j'ai envie de rejoindre le maquis. Bon, le Maghraoui lui répond que impossible en ce moment de t'envoyer quelque part. Il lui a dit d'attendre quelques jours, une semaine,
le temps que je vais prendre attache avec un contact. Et une semaine après, il le rencontre, il le met en contact avec quelqu'un. Et ce quelqu'un, il accompagne le jeune Noufi au maquis de Palestro. Maquis de Palestro. Et là, une fois arrivé à Palestro, il a intégré le commando d'Ali Khouja. Je pense que nous allons un peu laisser un peu de suspense à nos téléspectateurs. Nous n'allons pas raconter tout le livre. L'histoire est passionnante. Mais je voudrais par contre vous demander comment avez-vous reconstitué la vie d'Ahmed Noufi? Alors je vous ai dit depuis 2009. Alors j'ai rencontré beaucoup de... Ce fut un travail très laborieux. Absolument, en 2009. Bon, il fallait des notes, etc. Bon, et prendre des photos. Vous aviez accès justement à la matière nécessaire pour reconstituer... Ce sont surtout des témoignages. Des témoignages, des authentiques témoignages, c'est-à-dire les djounoud du commando qui étaient avec lui. Bon, c'était des officiers aussi de l'ALN qu'il connaissait. Je précise, pas tout le monde. Quelques-uns. Et j'ai aussi reconstitué avec tous les détails, bien entendu. Il a été chargé, par exemple, par les responsables de l'ALN, de la Wilaya 4. Lui, au niveau de l'aspect militaire. Et il y a Hamim Drbalou, aussi, le volet politique, si on veut. C'était un commissaire politique. Hamim Drbalou, je le précise, il faisait partie des 11 étudiants qui ont été choisis par Abbar Ramadan. À leur tête, Amara Rachid. Donc, je ne vais pas encore raconter ce qui s'est passé à Alger. Pour l'anecdote, Hamim Drbalou me disait, avant de rejoindre Beni Misra, du côté de Hammam Louane, au sud, il m'a dit on a passé une nuit dans un appartement. Alger, centre. Et lorsqu'ils étaient au lycée Amara Rachid, franco-musulman, il m'a dit qu'il y avait un professeur raciste. Il n'aimait pas les Arabes, c'est-à-dire les Algériens. Et le jour où ils allaient passer la nuit, il était étonné. Il est monté, il a escaladé les escaliers, etc. En frappant à la porte avec 4 amis à lui. Ce sont les jeunes choisis, les jeunes Amara Rachid. Il m'a dit, j'étais surpris. Finalement, le professeur qui faisait semblant de détester les Algériens, racistes, etc., finalement, c'était lui, dans sa maison, etc. Il les a bien... Jusqu'au jour. Bon, ils ont rejoint Beni Misra, c'est le chauffeur de Abbar Ramadan, et c'est Tahar Gaïd Tahar qui me l'a dit. Qui vous a raconté le... Tahar Gaïd, c'était le coordinateur des 5 cellules clandestines au niveau d'Alger, etc. Mais pour revenir à Noufi, voilà. Et justement, votre écriture est très incarnée, presque cinématographique. Comment avez-vous abordé ce récit? C'est pas trop difficile d'écrire sur un martyr? Alors, là, je tiens à vous informer que j'avais écrit sur Yamina Ouday, l'héroïne toujours oubliée. Et là, avec Yamina Ouday, j'ai donné plus de détails, beaucoup plus de détails également. C'est grâce au témoignage de sa fille, Khadija, et aussi d'autres moudjahidat qui étaient avec elle, etc. Celui qui l'hébergeait à la montagne, enfin, du côté de Menasseur. Et là, il y a Tayyib Touhami, un réalisateur. Il est venu à Cherchel, on a discuté et il a fait tout un documentaire sur l'héroïne. Je l'espère, j'espère, pour Noufi, Ahmed, j'espère, enfin, vraiment, j'espère qu'il y aura un documentaire. Surtout, j'insiste, madame, sur sa jeunesse. C'est-à-dire que moi, j'ai fait le parallèle. Je me suis dit, en croisant beaucoup de jeunes, 25 ans, avec le phénomène malheureux des gens de Harraga, je me suis dit, un jeune de 25 ans, avec à sa tête, il était chef commando zonal. Il avait une cinquantaine de djounoud sous sa coupe. Oui. Sous sa coupe.
Il organisait À 25 ans. même pas 25 ans, parce que lui, il est mort à 25 ans. Donc, quelques années auparavant. Alors, pour revenir à l'histoire, il était avec Hamim Derbalou. Il a été instruit, bien sûr, choisi et instruit par Ouamran, par Slimane Dhiles, les chefs à l'époque, de s'occuper du maillage de cette partie ouest de la wilaya 4. Vous savez, une révolution, une guerre, ça ne s'invente pas, ça ne vient pas comme ça. On ne peut pas gagner une guerre comme ça sur... Tout est planifié, tout est planifié, tout est organisé. C'est normal. Tout est organisé. Donc, ils étaient occupés du maillage de cette région. Ils construisaient des abris pour le passage des djounouds, etc., des djounouds de la Hélène. Et en même temps, le maillage entre les villages, entre les populations. Parce qu'à l'époque, dans les années 50, il n'y avait pas le portable, il n'y avait pas la voiture. C'est difficile de communiquer, et discrètement surtout. Absolument. Oui. Et tout était, comment dire, c'est-à-dire tout était organisé de manière à faciliter le contact, etc., etc. Chacun avait sa tâche prédéfinie. L'autre, il sensibilisait les populations, les familles, etc., pour dire le but de leurs actions. C'est-à-dire, bon, on n'est pas là avec vous, vous dites comme ça, on va combattre. Nous, l'objectif, c'est libérer le pays. Et là, vous savez, avec les gens, au départ, il y avait des doutes, je précise, lors du déclenchement de la Révolution. C'est normal. Eux, ils pensaient que la France, avec toute sa puissance, que ce soit aérienne, terrestre, maritime, etc., et avec le nombre des troupes super armées, ils disaient que c'était quasiment impossible. Impossible, oui, même oui. Avec leur peu de moyens. Je dis peu de moyens, leur peu de moyens. Oui, par rapport à la France coloniale, c'est normal, c'était peu de moyens. Absolument. Donc, il ne restait à ce responsable politique, et bien sûr à Noufi Ahmed, que d'encourager le peuple, bien sûr, à rejoindre d'abord, et à travailler, parce que ça ne veut pas dire tout le peuple prenait une arme à feu, etc. Oui, chacun à sa manière. Oui. Chacun a sa mission, etc. La bonne dame qui faisait les galettes. Oui, on peut la considérer comme. Absolument. Le passage des djounouds, etc., il faut leur donner. C'est une chaîne, en fait, c'est une chaîne humaine. Voilà. Donc, ils ont travaillé pour le maillage. Et le 9 janvier 1957, nous sommes toujours au début de l'année 1957, il y avait une embuscade qui a été organisée du côté de Menasseur. Au douar, c'est des Bossalah. On appelle ça Tizi Franco, point 40, etc. Il y avait un commando zonal qui est venu de Blida. Et ce commando zonal qui est venu de Blida, il a organisé une embuscade avec l'aide des habitants du Douar. Il savait qu'un convoi militaire allait jusqu'à Tizi Franco pour effectuer la relève, de manière à ce que laisser les soldats français, bien sûr. Alors avec l'aide des populations, ils ont creusé une grande tranchée et profonde. La colonne, le convoi militaire, en voulant regagner Tizi Franco, il a été arrêté par cette tranchée. Et là, c'était le massacre. 50 militaires français tués, 7 véhicules français détruits. Ah oui, mis hors état de nuire. Mais une fois, ils sont repartis. Ils ont rejoint leur camp du côté de Blida. Et là, le témoin s'appelle Harrash Ma'ammar. Et il a participé. Et il a dit, hein, on est resté pendant 3 jours à attendre le convoi militaire. C'est la population qui a assuré notre sécurité, parce qu'ils sont venus à pied. C'est la population qui nous a nourris, malgré leurs conditions sociales. Tout le monde a participé finalement. Voilà ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Ils sont repartis. Mais l'armée française, après ce massacre,
les Junud de l'ALN ont récupéré, et retenez ce point, ont récupéré la mitraillette qui se trouvait au-dessus, sur la tourelle du Half-Track. Donc, ils ont pris la mitraillette pour rejoindre la Wilaya 4. Et les autorités françaises, les militaires de la France coloniale, n'ont rien trouvé que de massacrer toutes les familles qui habitaient au Douar. Et lorsque je dis massacrer, c'est le témoin qui le disait, c'est pas moi. Il a dit, j'espère que plus tard, l'État prendra en charge ces familles qui ont souffert, qui nous ont supportés et qui ont assuré notre sécurité. Bref, pour revenir à Noufi, il a entendu parler de cette embuscade, avec le bilan de cette embuscade. Alors il s'est dit, ça s'est passé dans mon territoire. On ne m'a pas informé. Lui, il était à la tête de ce commando. Nous sommes le 9 janvier 1957. Nous allons quand même laisser les téléspectateurs lire votre livre, monsieur. Nous avons donné beaucoup trop de détails sur votre livre, monsieur Ouawara. Mais là, et je vous laisse poser votre question, mais là, le 28 février, il y a eu la fameuse embuscade de la Laouda. Donc, la première embuscade, il n'a pas participé le 9 janvier 1957, il n'était pas là, mais il voulait organiser une embuscade et il a sollicité les responsables militaires de la Wilaya 4. Et qui ont... Non, au départ, ils étaient un peu pourquoi? Parce qu'ils savaient que la France était vraiment... L'armée française c'est une puissance de l'OTAN. Et avec l'armement que possédaient les Junud de l'ALN, impossible. Alors, Allah yarhamou shahid, Noufi, il leur a dit directement, vous ne me donnez pas un soutien, c'est-à-dire un commando régional constitué de 3 sections dont le nombre est 180 Junud. À Blida. Il leur a dit, si vous... Malgré que vous ne mettiez pas à ma disposition, j'y vais quand même. Voilà, je pars tout seul. Donc, ça caractérise un peu le jeune, voilà, l'état d'esprit du jeune. Et pourquoi? Parce qu'il avait dans sa tête le bilan de l'embuscade de Tizi Franco. Donc lui, il voulait faire une embuscade et avoir un bilan plus important. Supérieur que celui voilà. Et là, en allant, il organisait les embuscades exprès. Et il récupérait les armes à feu. Pour bien sûr alimenter en armes ces Junud, bien entendu. Et là, il est arrivé, il y avait aussi, je ne parlerai pas de la bataille de Sadouna, il a terrassé carrément le contingent militaire, il a récupéré l'armement, il a récupéré les patogas, les vêtements, etc. Et il a pris la direction de Demos, Bni Melek, là où il y aura la fameuse embuscade de l'Al-Aouda du 28 février 1957. Et monsieur le colonel de la Wilaya 4, Youssef Khatib, il m'a dit que c'est l'une des principales embuscades durant la guerre de libération au niveau national, pas local. Voilà. C'est très passionnant de parler de votre livre. Alors nous sommes ici aussi là. Peut-être un dernier mot pour vos futurs lecteurs. Bon, j'espère qu'ils vont... Moi, le dernier mot, c'est... J'espère qu'ils vont s'imprégner, bien sûr, de cet état d'esprit, de cette philosophie de Noufi. Il ne faut pas oublier que, avant sa mort, il y avait un avion qui a été abattu. Et lorsque je vous ai parlé tout à l'heure de Tizi Franco, ils ont récupéré la mitraillette sur la fenêtre. Et bien, il y avait une mitraillette sur la tourelle du Half-Track à la Laouda. Mais l'armée française, celle de Tizi Franco, était juste vissée. Ils ont appris la leçon, ils ont soudé, et c'est là où il a été tué par Grosso, un militaire qui était caché. Il voulait récupérer une mitraillette à la Laouda, finalement elle était soudée. Et là, il y a un parmi ceux qui ont échappé, bien sûr, à la mort, qui était sous un camion, etc.
il a tiré sur le shahid. Et avant de mourir, il a demandé à un certain Brahim, il a remis la lettre à quelqu'un. Dans son témoignage, il pleurait. Allah yarhamou, Al-Hajj Hamou, il pleurait. Et avant de mourir, il leur a dit, je risque de mourir dans cette embuscade. Mais abandonnez-moi sur les lieux, récupérez juste les documents qui vont se trouver dans ma poche. Allah yarhamou. Alors nous arrivons à la fin de notre dommage. Oui, le récit est tellement vibrant. J'invite nos téléspectateurs à acheter votre livre. Je précise Ahmed Noufi, un shahid cherchellois. Merci d'avoir été avec nous. Un dernier mot peut-être? Oui, un dernier mot. Je précise, j'ai mis un shahid cherchellois parce que Cherchel a de nombreux shahids et shahidat. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. La suite de nos programmes sur Al24 News.